Bonsoir à tous, bienvenue au musée de l'Élysée. C'est un grand honneur d'organiser cette table ronde aujourd'hui autour d'un enjeu fondamental qui est le livre de photographie et la numérisation et toutes les questions juridiques qui se posent autour de ces questions majeures. Comme vous le savez peut-être tous, nous avons un projet très ambitieux à Lausanne de pôle muséal qui regrouperait le musée des Beaux-Arts, le musée de l'Élysée et le MUDAC, le musée du design. Et dans ce cadre, nous souhaiterions créer un grand centre de recherche, une grande bibliothèque commune qui permettrait d'accueillir chercheurs et grand public. Et dans ce cadre, le musée de l'Élysée a lancé un grand programme de numérisation de sa collection de livres de photographie qui est composé de plus de 17 000 livres de photographie et qui a vocation à s'enrichir et à devenir une des plus importantes au monde. Je souhaite la bienvenue ce soir à Maître Christian Pirker, Ordre des avocats de Genève du cabinet Pirker, Maître Yaniv Benamou, Ordre des avocats de Genève, Lenz and Steinlein, Madame Béatrice Cambert-Thiocone, responsable du service de prêt entre les bibliothèques de la BCU de Lausanne, coordinatrice locale pour l'OPAC et le PEB. Je vais passer la parole à Daniel Girardin, conservateur en chef et co-commissaire de la mythique exposition Controverse avec Maître Pirker, qui a marqué les esprits et qui est une exposition qui était vraiment majeure. Donc merci. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là. Effectivement, nous avions aussi travaillé avec Yaniv au grand projet Controverse, qui s'est avéré être un très riche travail entre avocats, juristes, historiens de l'art, avec le mélange qui a donné. J'espère qu'on va pouvoir continuer aussi à travailler à des projets comme ceci. Alors, en deux mots, avant de passer la parole aux intervenants, la soirée se déroulera de la manière suivante. Nous avons préparé un certain nombre de questions, vu la complexité de la chose, pour aller assez vite et simplifier. Donc, je commencerai par poser quelques questions aux intervenants. Et une fois que les choses seront lancées, vous êtes libre de poser des questions, d'intervenir, parce qu'il s'agit d'une table ronde. Donc, dans le cadre de l'exposition qui est actuellement dans le musée, qui s'appelle Photobook, nous avons présenté les divers projets autour du livre qui sont menés par le musée de l'Élysée, dont un projet d'acquisition de collection de livres de photographie. Le livre de photographie est aujourd'hui un objet qui fait sens. C'est par le livre de photographie qu'on comprend l'histoire de la photographie. Le livre de photographie est un objet, c'est un travail entre un photographe, un typographe, un imprimeur, un graphiste. Aujourd'hui, il y a de nombreux collectionneurs de livres de photographie. Il est devenu rare, il est devenu précieux. Il n'est plus un objet qu'on peut prêter comme on peut prêter des livres de manière usuelle. Donc c'est un objet rare qui pose un problème. D'abord, il est rare, il pose un premier problème qui est celui de son accès. Si vous n'êtes pas dans une bibliothèque ou dans une bibliothèque qui possède le livre, eh bien, vous n'avez pas accès à cette connaissance. Et puis, si vous avez et vous possédez le livre, ce qui est le cas, par exemple, pour nous, d'une vaste collection, eh bien, vous ne pouvez pas le prêter en libre accès parce que c'est un objet. Et nous sommes aujourd'hui dans une société qui a beaucoup évolué, et qui a passé de l'objet au flux et à la connaissance. Donc notre projet, ici au musée, que nous avons initié l'année dernière, il est le suivant. Nous avons une très vaste collection de livres et nous avons décidé de numériser intégralement cette bibliothèque avec une machine qui est construite, fournie par une entreprise suisse, M. Ivo Jossinger, qui est ici, et le directeur de cette entreprise. Et c'est une machine qui peut scanner jusqu'à 1500 pages à l'heure. On scanne moins parce qu'on a à moins de vitesse, parce qu'on a des livres, des rares, on a des papiers souvent précieux épais. Mais c'est une machine d'une efficacité redoutable qui permet de restituer une très bonne qualité. Alors, ceci pose des questions méthodologiques, bien entendu. Comment est-ce qu'on montre, comment est-ce qu'on peut faire des recherches, et on travaille là étroitement avec les PFL, notamment avec le professeur Kaplan de Laboratoire des humanités digitales. Nous développons un logiciel open source qui va permettre de faire des recherches à la fois sur des textes, sur des images,
Donc ça va permettre donc de donner accès à nos livres pour la connaissance. Alors, on a plusieurs étapes. On a essayé plusieurs étapes. La première, nous aurons accès à ces livres en interne, c'est-à-dire dans la bibliothèque, puisque nous ne prêtons pas les livres, on peut avoir connaissance. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez faire dans l'exposition qui est actuellement dans le musée. On montre en fait comment on peut travailler à partir de l'objet qu'on voit et qu'on ne peut pas saisir, comment est-ce qu'on peut accéder à la connaissance, ensuite comment on peut la diffuser. Alors, la première étape, c'est de travailler avec les PFL et en interne pendant quelques mois avec les premiers résultats de la numérisation, qui pose peut-être déjà un problème légal. Et puis, dans une deuxième étape, beaucoup plus ambitieux, et qu'on mettra peut-être en route à la fin de cette année, on l'espère, au début de l'année prochaine, de mettre en ligne les livres, en tous les cas, les livres qui peuvent être mis en ligne, qui posent une question qui va être intéressante ce soir à débattre. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aussi cette table ronde. Dans quelle mesure quand est-ce qu'un livre devient un livre qui est dans le domaine public? Qu'est-ce qu'on risque quand on numérise comme nous le faisons ici au musée? Parce qu'on verra, les lois sont assez restrictives de ce point de vue-là. Il y a une loi sur les droits d'auteur en Suisse, il y a des lois sur les droits d'auteur dans d'autres pays, ça me permettra aussi de faire la comparaison. Et je profite de signaler que Yaniv Benhamou a rédigé la brochure sur le droit des bibliothèques pour l'ICOM. Pour les musées. Les droits des musées. Droits d'auteur des musées pour l'ICOM. C'est une brochure qui est terminée et qui va être imprimée en août et qui sera à disposition de tous les professionnels du musée et le grand public. Donc en fait, on a ici sous la main un spécialiste de ces questions qui travaille depuis assez longtemps. Christian est un spécialiste des questions du droit d'auteur aussi. Alors je passe la parole à Christian. On a préparé un certain nombre de questions qui permettront de cerner ce problème du droit d'auteur. Alors je propose à Christian de nous faire un premier état du droit d'auteur en Suisse. Oui, merci. Un, deux. Merci Daniel. Vous m'entendez? Voilà. Merci Daniel. Voilà, là je m'entends en écho, donc tout va bien. Effectivement, on s'est dit avec Daniel et Yaniv que on commencera par faire un petit tour d'horizon, histoire que les bases soient rappelées, parce que, disons, pour savoir où on est aujourd'hui, et puis on développera ensuite avec Yaniv le droit désirable, sachant que le droit d'auteur est actuellement en phase, on va dire, d'étude de modification. Donc, très brièvement, un survol des éléments clés qui nous intéressent ici. Tout d'abord, bien, il faut qualifier, disons, tout repose sur dans le droit d'auteur, sur la qualification d'œuvre. De cette qualification dépendra des droits. Donc, qu'est-ce qu'une œuvre au sens du droit d'auteur? C'est une œuvre, on entend toute création de l'esprit littéraire ou artistique qui a un caractère individuel. Donc, toute création littéraire ou artistique, à l'évidence ici, tous ces livres sont et littéraires et artistiques puisqu'elles comportent des photographies, et elles ont alors un caractère individuel. Disons, habituellement, quand j'essaie d'expliquer, disons, de vulgariser le terme d'individualité, on parle, on va dire, d'originalité, même si c'est vraiment pas le terme qui est, disons, pertinent en Suisse, mais disons, ça donne une bonne notion. Je parle d'originalité objective parce qu'on essaye de s'extraire de quelque chose, on va dire, de totalement, on va dire, intime. Donc, à l'évidence, toutes ces publications dont on parle sont des œuvres au sens du droit d'auteur. Donc, une fois que ces œuvres sont qualifiées comme telles, eh bien, il va en découler certains droits. En gros, selon l'article 9 de la loi sur le droit d'auteur, eh bien, l'auteur a le droit exclusif de décider où, quand, comment il souhaite utiliser cette œuvre. Dans ces droits, notamment, il y a le droit de reproduire l'œuvre, donc d'en faire des copies, d'en faire des exemplaires, mais également, notamment, de le numériser, parce que c'est une copie.
la numériser, ou bien ensuite de faire circuler cette œuvre, que ce soit par le biais de copies, on va dire, matérielles, ou bien de les faire circuler, représenter, mettre à disposition du public sur des réseaux tels qu'Internet. Il peut donc accepter ou refuser, il peut aussi accepter sous condition, par exemple sous condition de rémunération. Tout ceci fait partie du droit exclusif de l'auteur de l'œuvre. Mentionnons encore un élément dans les droits, c'est le droit, un des droits moraux de l'œuvre, c'est le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire que l'auteur peut s'opposer, on va dire, à des transformations qui altéreraient son œuvre. Et là, par exemple, pour des photographies, on peut penser à des mauvaises numérisations qui ensuite altèrent la qualité de la reproduction de la photographie. En tout état, le droit donne ainsi la possibilité à l'auteur de décider de manière totalement arbitraire ou personnelle ce qu'il entend faire de son propre droit. Voilà, ça c'est maintenant les deux grandes catégories. Un autre rappel, parce que c'était un des sujets de discussion, au niveau de la titularité. Qui est titulaire de ces droits ? En principe, il y a une présomption que l'auteur, le créateur, est considéré comme titulaire des droits. Mais, comme précisément dans le livre, il peut y avoir souvent plusieurs auteurs. Et on parle dans ces hypothèses-là d'œuvres qui sont le fait de co-auteurs, et ils sont les 2, les 3 ou les X auteurs, et ils doivent décider ensuite ensemble du sort de leur travail. Je terminerai par mentionner la question des cessions, notamment par rapport, j'anticipe une des questions, mais par rapport aux éditeurs. Point suivant qu'on voulait aborder, parce que c'est une des questions centrales dans la numérisation des livres, c'est la durée. La durée de protection et donc de titularité des droits est de 70 ans après, donc toute la durée de vie de l'auteur, et 70 ans après sa mort. Petite, on va dire sous-ensemble, s'il y a plusieurs auteurs, eh bien c'est 70 ans après le décès du dernier auteur vivant. Voilà. Ensuite, au niveau de la titularité, une question se pose fréquemment, surtout pour tout ce qui est archives, c'est le problème de ce qu'on appelle les œuvres orphelines, c'est-à-dire les œuvres dont... Alors, il y a deux catégories, il y a celles dont on ne connaît pas l'auteur. Eh bien, ça, il y a une exception, enfin pas une exception, oui, une exception dans la durée. Si on ne peut pas trouver et on ne connaît pas l'auteur, eh bien le délai de 70 ans démarre à partir de la publication, de la divulgation de l'œuvre. En revanche, si l'auteur est connu, eh bien il n'y a pas de computation de délai, comme on dit, particulier, et ça met évidemment une certaine incertitude dans le cadre de l'exercice des droits. Tous ces droits, qui sont des droits extrêmement, on va dire, stricts, sont tempérés par un certain nombre d'exceptions. Je vais simplement les évoquer parce qu'elles sont ensuite développées par Yaniv dans un second temps. Il y a tout d'abord, on en a beaucoup entendu parler sur Internet, tout ce qui est toutes les copies à usage privé. On en a entendu parler notamment pour tout ce qui est musique, etc., avec la position de la Suisse par rapport à d'autres pays d'Europe. Mais Yaniv le développera. Il y a deuxième exception, c'est tous les exemplaires, les copies qui sont faites à titre d'archives et de copies de sécurité, selon la loi actuelle. Et la troisième, qui est importante pour les musées, c'est ce qu'on appelle l'exception de catalogue, c'est-à-dire la reproduction d'œuvres qui sont dans les collections publiques, accessibles au public, etc. Donc je laisserai ensuite précisément Yaniv développer ça. Dernier point, et point important que je voulais aborder à titre d'introduction, c'est maintenant on va dire la gestion globalement de ces droits, en ce sens qu'il faut d'abord faire une grande distinction entre le matériel et l'immatériel. On dit historiquement que Kant serait le père fondateur de la propriété intellectuelle, et il disait que brûler un livre, le livre existe toujours.
Eh bien, c'est la même conception qui reste aujourd'hui dans le droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre le support matériel et le droit intellectuel. Lorsque on acquiert par hypothèse un bien matériel, que ce soit une photographie, un livre, on acquiert sur le principe aucun droit immatériel. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième élément que je voulais soulever, c'est que lorsqu'il y a des cessions, eh bien, généralement, elles s'entendent, on va dire, à titre limitatif, c'est-à-dire exclusivement pour ce qui avait été prévu initialement. C'est-à-dire que certaines cessions en chaîne n'impliquent pas forcément la cession de droits plus importants. Là, on commence à rentrer dans le détail, mais disons, je pense que c'est quelque chose qui viendra, disons, dans le cadre de la table ronde. Et le dernier point qui me semblait important, c'est de savoir que les droits d'auteur sont cessibles de manière pleine et entière. Donc, ils peuvent s'acquérir par héritage, mais ils peuvent naturellement être cédés, vendus, et donc, ou par exemple, dans le cadre d'un contrat d'éditeur, les articles 380 et suivants du Code des obligations, eh bien, par exemple, l'éditeur acquiert certains droits pour mener à bien son travail d'éditeur et la commercialisation, par exemple, du livre. Donc, ce qui nous donne, in fine, une incertitude complémentaire au niveau de la titularité des droits, parce que ça oblige ceux qui veulent exploiter ensuite, on va dire, un livre ou quel que soit un droit d'auteur, quel qu'il soit, de vraiment essayer de clarifier qui sont les titulaires des droits et qui peuvent, par hypothèse, donner des autorisations, sachant que en outre, il y a, par exemple, pour les photos, pour l'Iteris, il y a des sociétés de gestion qui également sont parfois titulaires des droits à titre fiduciaire, mais disons, ils exercent des droits, soit de manière, on va dire, automatique, soit via des cessions par les auteurs. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit survol pour poser certaines bases du droit actuel, sachant précisément que le droit est toujours en retard sur la réalité, disons, du monde. Et donc aujourd'hui, le droit est confronté, pas uniquement sur le domaine de la numérisation, mais le droit d'auteur sur un grand nombre de domaines, eh bien, doit essayer de s'acclimater. Il y a des adaptations qui se font via la jurisprudence et d'autres, précisément, comme ce dont on va parler maintenant Yanniv, via des modifications législatives qui sont précisément en consultation. Voilà. Bonjour à tous, merci Christian. Je vais essayer d'être bref vu que je vois que le temps tourne et qu'on va laisser apparemment la parole aussi pour interagir avec vous. Simplement, vous donner un très bref aperçu de qu'est-ce que ce sont ces exceptions et surtout qu'en est-il des exceptions à l'avenir avec la révision de la loi sur le droit d'auteur concernant les musées et les bibliothèques. Le principe de l'exception, comme vous le savez peut-être, l'idée c'est que le droit d'auteur protège l'intérêt privé de l'auteur, mais la loi sur le droit d'auteur veut toujours aussi garantir la diffusion de l'information. Et pour ce faire, elle prévoit différentes exceptions qui permettent ainsi à la société ou à l'intérêt public de bénéficier de cette information. Il en existe un catalogue exhaustif dans la loi sur le droit d'auteur. Je les mentionne juste une ou deux. Par exemple, moi ce que j'appelle les œuvres du domaine public, donc qui tombent dans le domaine public, 70 ans après le décès, elles deviennent libres de droit. Vous avez aussi les œuvres sur le domaine public, par exemple la sculpture qui est dans le jardin, un éditeur de carte postale peut la prendre en photo et l'utiliser librement. C'est ce que fait Google Art avec Google Street View. Ils prennent aussi dans la rue, je ne sais pas si vous savez, il y a ce projet Google Street Art. Ils prennent dans la rue les images qui sont existantes à demeure sur le domaine public et ainsi ils peuvent les diffuser librement. Et puis l'exception de copie privée, l'utilisateur privé peut, pour sa famille et ses amis, utiliser ou faire reproduire une affiche et la mettre dans sa cuisine et la distribuer à sa famille. Maintenant, pour les exceptions spécifiques des musées et des bibliothèques, je pense surtout à l'exception de citation, que vous connaissez sans doute. Donc pour citer
une œuvre dans une nouvelle œuvre, dans une œuvre subséquente, on peut citer des passages pour autant qu'on cite des extraits et puis qu'on mentionne la source. C'est important pour les musées ou les bibliothèques lorsqu'elles rédigent leur catalogue où elles mettent à disposition différentes informations des œuvres qu'elles ont dans leur répertoire. Et puis il existe aussi l'exception d'archivage électronique. La loi sur le droit d'auteur prévoit que pour les musées et les bibliothèques, à des fins de sauvegarde et de conservation du patrimoine, on peut numériser le patrimoine. Et toute la difficulté avec la révision du droit d'auteur, c'est que pour l'instant, c'est une exception très limitative qui apparemment, selon la doctrine, est limitée à la conservation et non à la mise à disposition du public. Donc, un musée, lorsqu'il veut numériser tous ses livres, a priori devrait pouvoir le faire uniquement à des fins de conservation et pas pour le permettre ensuite au public d'y accéder ou faire des recherches, même avec des bornes dans l'enceinte du musée, des bornes Internet ou intranet. Y compris les photographies des collections. Toute œuvre du droit d'auteur. Voilà. Donc c'était important, parce que ça veut dire que les bases de données qu'on met à disposition du public sont illégales. Pour l'instant, oui, effectivement. Et puis, j'en viens tout de suite avec la révision du droit d'auteur. Peut-être juste une dernière exception que je voulais vous mentionner, c'est l'exception de catalogue, évidemment cruciale pour les musées. C'est lorsqu'un musée va faire une exposition, il peut, pour cette collection-là, pour cette exposition-là, éditer un catalogue sans payer de droit d'auteur ni demander d'autorisation. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut ensuite mettre ce catalogue en ligne sur Internet. Parce qu'il a le droit de le vendre que dans sa librairie. Hein. Il n'a pas le droit de le diffuser dans des magasins, de la loi d'exception. Alors c'est toute la question. Est-ce que ce catalogue peut être mis ensuite en ligne ? Il y a controverse. La majorité des auteurs disent non. C'est une exception limitée au catalogue physique, le papier. Et puis d'autres auteurs, dont je fais partie, pensons que pour réaliser la mission du musée, il doit avoir le choix de le mettre aussi sur Internet ou en tout cas sur des bornes intranet. En tout cas, il doit pouvoir être numérisé. D'ailleurs, la loi est suffisamment ouverte pour le faire, mais voilà, il y a controverse, raison pour laquelle la révision du droit d'auteur prévoit maintenant d'élargir cette exception. Maintenant, 2 mots sur la révision justement du droit d'auteur. Simonetta Sommaruga, en 2012, a initié la révision de la LDA considérée comme pas suffisamment actuelle par rapport au numérique. Ce qui est clair, c'est que c'est surtout les fournisseurs d'Internet, la musique et le téléchargement illégal qui est au cœur du débat, et les musées, les bibliothèques, je dirais, de manière un peu plus secondaire. Donc les débats se sont surtout concentrés sur ces questions, hein. Responsabilité des fournisseurs, les téléchargements illégaux. Toujours est-il qu'il me semble que les musées et les bibliothèques ont fait un excellent travail parce qu'ils sont montés au créneau, ils ont réussi à imposer en tout cas leur point de vue et ancrer différentes propositions. Et ces propositions, je vais en mentionner 4, parce qu'effectivement, c'est 4 exceptions que les bibliothèques et les musées auraient intérêt à voir ancrées dans la LDA. Et il s'agit premièrement de ce qu'on appelle le privilège d'inventaire, Verzeichnisprivileg. C'est spécifique pour les bibliothèques, mais sachez que cette proposition, sauf erreur, fait l'unanimité. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de réticence dans les négociateurs. L'idée, c'est de permettre de faire comme la citation, mais de manière très large. Une bibliothèque aurait le droit de citer un grand nombre d'informations, y compris de reproduire des images pour son catalogue. Deuxième exception, c'est l'exception d'archivage. Et je l'ai dit à l'instant, aujourd'hui, l'archivage électronique est uniquement autorisé pour conserver. Donc un musée peut numériser son patrimoine à des fins de conservation, mais a priori pas le mettre à disposition du public. Maintenant, avec Agour 12, l'idée c'est d'étendre cette exception au numérique, donc au public, pardon, de permettre au public ensuite d'accéder à ces œuvres. Troisième exception, l'exception de catalogue, c'est le même principe. Le catalogue que j'ai dit, pour une collection, un musée peut éditer un catalogue. L'idée, ce serait de permettre ensuite de le mettre en ligne. Et puis, quatrième exception, qui à mon sens ne figure pas encore dans le projet, et je pense que c'est un grand absent et c'est un tort, mais je crois savoir que les bibliothèques travaillent avec un projet pour ceci, c'est les œuvres orphelines. Il n'y a pas en tout cas de proposition concrète d'œuvres orphelines. L'idée, ce serait de permettre, dès qu'une œuvre est introuvable, est orpheline, de permettre à un musée
de la numériser et même de la mettre à disposition du public. Et si un jour l'auteur se manifeste, ben, le musée va rétribuer l'auteur. Mais en tout cas, de lui permettre de le faire, aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, j'espère que j'ai été assez bref. Oui. Merci. J'aimerais juste reprendre, parce que ça c'est un débat dans les musées, et je crois qu'on a une analyse assez différente de cette question d'exception, de catalogue. Si je résume ce que je sais, ou que vous me corrigerez, c'est une loi qui se fait de 1918, qui est spécifiquement suisse, qui n'existe que en Suisse, et qui voudrait, en tout cas qu'on a en Suisse, qui voudrait qu'un musée pourrait, disons le musée de l'Élysée par exemple, pourrait faire un catalogue de photographies de Cartier-Bresson qu'il possède dans sa collection, mais en ne le vendant que dans sa librairie. Donc en ne le diffusons pas. Est-ce que c'est une loi qui... Est-ce que c'est juste cette interprétation de la loi? Parce que ça a été le musée de Zurich a publié un catalogue de cette manière, et qui est illégal à l'étranger. Non, alors je dirais... toute la question, c'est de savoir, en fait, on dit que l'exception de catalogue, le catalogue doit être en dépendance, stricte dépendance avec le musée. Et tout découle de cette interprétation, savoir à quel point le catalogue peut se détacher du musée et de la collection. Et moi, je pense que tu as raison, l'interprétation est assez stricte aujourd'hui, c'est de dire que ça doit rester dans l'enceinte des musées. Et c'est pour ça qu'il y a cette problématique de ne pas le mettre en ligne à disposition du public, c'est parce qu'il faut que ça soit en lien de dépendance avec le musée. Si vous le mettez en ligne, ça devient entre guillemets incontrôlable et puis ça part dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un juge trancherait, admettrait cela. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, disons après, je pense qu'il y a aussi un décalage avec la réalité, c'est-à-dire que la majorité des ventes aux enchères mettent leur catalogue, enfin beaucoup de ventes aux enchères mettent leur catalogue en ligne, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et je pense qu'il y a une perception qui est peut-être un peu... Il y a eu un arrêt aussi à Genève sur cette question, mais disons précisément, c'est de nouveau on va dire le droit qui essaye de s'adapter à une réalité, sachant quand même, et puis je pense que qu'il y a aussi une question d'interprétation sur cette fameuse reproduction, c'est-à-dire que si on est très strict au niveau de la théorie, éditer des exemplaires, par exemple, d'un catalogue, ce n'est pas le même droit que de faire voir des œuvres sur les réseaux. Disons, ce sont, on va dire, deux droits qui sont distincts. Et puis, selon certaines interprétations, les reproductions seraient des reproductions matérielles, comme on en parlait précédemment encore avec Yaniv avant le début de cette table ronde. Donc en fait, l'exception, juste pour être clair, un musée pourrait par exemple mettre sur Internet le catalogue, sa base de données comme catalogue, comme une maison aux enchères le fait pour ses ventes aux enchères. C'est ce que j'ai dit. J'essaie d'interpréter. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, selon toute vraisemblance, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décision formelle à ce niveau-là, sauf peut-être celle de Genève, là. Mais oui. Pour rebondir avec ce que vous dites, quelle est la durée? En fait, on dit que le musée édite un certain nombre d'exemplaires, et puis si l'exposition elle se termine, il peut encore continuer, en tout cas en Suisse, et d'épuiser les exemplaires, mais il ne va pas pouvoir en rééditer une fois que l'exposition est passée. J'avais une autre question. Est-ce qu'on n'arriverait pas à contourner cette interprétation de la dépendance du musée en, par exemple, fournissant un code d'accès sur appel ou sur email aux gens intéressés à consulter le catalogue, en leur fournissant un code d'accès et du coup c'est en ligne mais c'est avec ce code, par exemple. Oui. En fait, simplement, C'est quand même dépendant du musée. oui, aujourd'hui, en fait, il faut vous remettre dans la peau du législateur quand il l'a fait. Et toute cette logique-là, c'était une logique sans numérique, en fait, sans Internet. C'était une logique de papier, de catalogue, de librairie. Donc en fait, il y avait cette connexité. Un musée faisait une expo, et bien il faisait le catalogue qui allait avec l'expo. Et puis
puis, de nouveau, il n'y avait pas de besoin parce qu'on partait du principe aussi que, disons, 5 ans après, en principe, on n'allait plus acheter le catalogue d'une expo qui n'existait plus, si vous voulez. Donc c'est en fait un peu comme ça qu'il faut, disons, comprendre la conception. Aujourd'hui, effectivement, on essaye de trouver, alors, disons, moi je serais plutôt tenant à défendre, mais même si c'est un avis minoritaire, mais disons qu'aujourd'hui il y a une logique, la logique par exemple pour les maisons de vente aux enchères, c'est une logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'elles puissent vendre, par exemple, et offrir les lots au public, disons, si ça doit être limité au catalogue papier qu'elle va pouvoir envoyer à ses clients potentiels, c'est plus du tout logique. Maintenant, le droit est quelque chose d'autre, parce que le droit, on est quand même limité, d'une part, par la lettre claire de la loi, et puis après aussi par la jurisprudence, qui, elle, peut effectivement évoluer. Mais à ce stade, ce n'est pas encore le cas. Juste aussi pour compléter avec ce que vous suggériez, je pense que c'est une bonne idée, si vous le faites, parce que la loi est aujourd'hui quand même assez ouverte. Il y a certains auteurs qui interprètent strictement, mais je pense qu'une interprétation permettrait d'admettre votre proposition, donc de donner un code d'accès pour créer un lien de dépendance. Et puis, par ailleurs, je verrais mal un juge refuser cette proposition parce que il faut que le musée puisse remplir sa mission de diffusion du patrimoine. Et je pense que ça remplirait clairement la lettre de la loi et le but de la loi, en fait. Est-ce qu'on pourrait concevoir de développer un club privé? Alors, qui rentre dans le club, ça c'est à définir. Mais dans beaucoup de domaines, quand il y a des interdictions, par exemple, on ne peut pas fumer le cigare dans un lieu public. Si je fais un club privé, n'importe qui peut venir et fumer un cigare si j'autorise de pouvoir fumer le cigare. Est-ce que dans ce contexte-là, on développe un club privé, les gens deviennent membres, payent une cotisation pour avoir accès aux données mises en ligne par le musée? Est-ce que c'est concevable ou pas? Ça rejoint une discussion aussi, on va dire une idée qui a germé simplement avant aussi sur la base de cette table ronde. Alors c'est vraiment quelque chose qui n'a aucune base, c'est simplement, on va dire, une discussion à bâton rompu qu'on a eu Yaniv et moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, ce qu'on appelle une licence légale pour tout ce qui est location. À la base, c'était louer des VHS notamment. Ou bien, et puis, pour permettre cette activité, eh bien, il y a, on va dire, la loi a prévu qu'il y a une redevance qui est payée automatiquement aux sociétés de gestion. Alors, a priori, cette exception, enfin, c'est l'article 13, c'est quiconque loue ou de quelque autre manière met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques doit verser une rémunération à l'auteur. Mais un peu plus tard, on voit que c'est en fait délégué aux sociétés de gestion. Et on aurait pu imaginer, en fait, c'était dans les discussions, on aurait pu imaginer que bien ça soit une possibilité offerte, par exemple, aux bibliothèques, etc., pour peut-être trouver une solution. Mais ça n'a aucune base ni dans Agur actuellement, ni en réalité parce que, sauf erreur, alors on n'a pas vérifié avec Yaniv, mais sauf erreur, c'est vraiment des locations d'exemplaires matériels. Et donc ça n'a pas d'ancrage. Mais disons, on peut toujours imaginer certaines pistes. Et puis l'autre piste que je décèle dans ce que vous dites, ça serait la logique d'exception de copie privée. Mais disons, ça c'est quelque chose qui a été aussi pour tout ce qui est peer-to-peer et autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez un club privé qui n'a de privé que le nom, finalement, bien, vous ne pouvez plus bénéficier de cette exception-là, disons, de cette manière en tout cas. Oui, ben c'est une des idées, merci d'avoir posé la question, qu'on avait évoquée au début, j'avais évoqué avec toi d'ailleurs, c'est que si on fait un club, mais gratuite, c'est-à-dire que si nous créons, on envoie une carte de bibliothèque à 10 000 personnes gratuitement avec un numéro pour prêter nos livres de bibliothèque, est-ce que là on est au-delà ou est-ce que ça reste, ou ça resterait
d'un cadre idée légal parce qu'on devient trop grand. Qu'est-ce qui fait la frontière? Si on a 200 personnes ou 500 personnes ou 10 000? Il faut juste préciser dans quel domaine le livre, on pourrait lui prêter le livre, hein, là on est d'accord, c'était l'histoire du prêt du livre. Parce que nous numérisons, donc si je reviens... Non, le livre. Non, parce que là, je reviens au livre, puisque en fait, c'est le livre de débat. Notre idée au départ, en disant, enfin, notre idée, j'en avais parlé comme ça, on avait évoqué plein de pistes, en disant, mais alors, puisque la bibliothèque, on peut prêter le livre, la bibliothèque, quelqu'un vient pour prendre le livre, faisons un club des cartes de bibliothécaires. Si quelqu'un veut emprunter un livre, il demande une carte de bibliothèque à Buenos Aires, Moscou ou Tombouctou, et on lui envoie un numéro, et puis à ce moment-là, on peut lui envoyer le PDF. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou pas? On ne sait pas, il faudrait essayer. Si, on sait. On envoie le PDF. J'ai pas compris. Si on parle du numérique, à mon avis, l'article 13 dont on parle, la location, ne couvre pas le numérique, donc vous ne pourriez pas le faire sans autorisation de l'auteur. Par contre, si on parle du livre physique, de toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre propriété, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, la loi Agure ne va pas changer. Ça, à mon sens, non. Mais bon, il est encore temps, hein, puisque c'est en révision. Et puis, juste pour le club privé, n'oubliez pas que dès qu'on dépasse un certain nombre de... Enfin, l'usage privé, c'est tellement limitatif. En France, je crois qu'au-delà de 30 amis sur Facebook, on a dit qu'on n'était plus dans l'usage privé. Quand ils ont chanté Joyeux anniversaire dans une entreprise avec les 20 employés, ils ont dit qu'on n'était plus dans l'usage privé. Donc, je pense que c'est clairement à exclure. Je pense que c'est... Alors, j'ai une question. Vous avez fait référence à la France. Nous, on va développer, l'idée, c'est de développer un site en Suisse. On doit se référer à quel droit? C'est le droit suisse qui prime, mais comme c'est accessible du monde entier, on tombe dans quelle juridiction? Alors ça, c'était d'ailleurs une des questions dont on voulait parler. Y a-t-il des différences entre les lois nationales? Alors, merci d'avoir posé la question. De manière générale, le droit applicable, c'est celui où on va demander la protection. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en gros, si vous avez une violation ou un acte en Suisse, en principe, le droit applicable, ce sera le droit suisse. Et donc, sous réserve d'un contrat qui prévoirait autre chose, entre un éditeur et puis un auteur, ou le musée et un auteur, c'est toujours le droit suisse. Dès l'instant où l'utilisation a lieu en Suisse, par hypothèse, le musée édite son catalogue pour son site internet qui est .ch pour la Suisse, ce sera toujours le droit suisse. On peut être attaqué en Suisse. Alors, vous pouvez, et vous serez surtout attaqué en Suisse. Au siège ce sera au lieu du défendeur, ce sera la Suisse, ouais. Il y avait une question, monsieur, derrière. Je passe la parole, je passerai la parole aussi, madame. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous avez mentionné auparavant, c'est que toutes ces questions concernent des œuvres qui ont moins de 70 ans parce qu'elles sont couvertes par la loi du droit d'auteur. C'est bien ça? En fait, toutes les œuvres toutes les questions que vous mentionnez sur la diffusion des catalogues correspondent à des œuvres dont l'auteur n'est pas mort ou est mort il y a moins de 70 ans. Oui, c'est-à-dire que en fait, là, la problématique, c'est des œuvres qui sont encore couvertes par le droit d'auteur. Autrement, elles tombent dans le domaine public et il n'y a plus de problématique de droit d'auteur. Alors à ce moment-là, je vais rebondir. Dans le cadre du musée de l'Élysée, qui a une collection de livres importante et qui, pour certains, sont rares, peut-être uniques, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une possibilité, une fois la durée de 70 ans dépassée, de rééditer le livre et à ce moment-là de le vendre au sein du musée pour en tant que source de revenus, en diffusant un bien qu'il possède lui seul? Je peux répondre non pas du point de vue légal, mais je veux dire qu'on ne le ferait pas parce que du point de vue financier, c'est pratiquement une aberration, à moins d'un livre extrêmement rare et important. À ce moment-là, il y a des éditeurs qui le refont. Si vous regardez maintenant, il y a un certain nombre de livres. Il y a une maison d'édition spécialisée qui fait ce travail, Rare Book. Mais commercialement, pour nous notre intérêt, ce n'est pas de rééditer des anciens livres, c'est de numériser et de mettre à disposition le contenu d'un certain nombre de livres qui existent. Alors,
Donc c'est le domaine public, on n'a pas de problème. On n'a pas besoin de faire une table ronde, ça on sait. La question c'est, entre le domaine public et le droit d'auteur, et c'est là qu'avant de vous passer la parole, j'ai une question à vous poser, parce qu'on a parlé des droits orphelins, mais si on regarde si on analyse, et ce qu'on a fait avec la bibliothèque, j'ai fait assez largement ce travail, si on regarde sur les 20 000 livres que nous avons, il y a évidemment tous les livres qui sont récents, ça, la question ne se pose pas, mais si on regarde, on a des milliers de livres des années 50, des années 60 ou des années 70, dont on ne trouve absolument plus l'éditeur, qui sont des livres qui ont été publiés à très peu d'exemplaires, donc il n'y a plus aucun intérêt financier. Et quand je discute avec un certain nombre de photographes, quand je les ai approchés, ils seraient extrêmement contents, justement, que ce travail qui est inaccessible refasse surface. Alors la question, est-ce qu'un éditeur qui a fait faillite, est-ce que ces livres sont encore protégés? Et là, je vous pose la question à vous aussi, madame, parce que la bibliothèque catholique universitaire a fait un très beau travail de publication sur Internet des livres de la Guilde du Livre, par exemple, qui est une édition qui a fait faillite, mais dont les photographes vivent encore. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée et comment est-ce que vous l'avez résolue? Ça permettra de répondre un peu concrètement à cette question de la faillite. Je ne suis pas sûre que ça apporte une réponse à votre question. En fait, je crois que le produit dont vous parlez, c'est un site qui a été réalisé par une section de l'université. Et en fait, dans ce site, il n'y a absolument que des extraits. Et c'est des extraits qui sont commentés, étudiés par les étudiants. Ils ont écrit les textes. Et s'il y a eu des négociations à faire ou des vérifications sur le plan du droit d'auteur, ce serait eux qui l'auraient fait. Mais je pense que dans la mesure où ce sont que des extraits pour présentation, la question ne se pose pas dans ces termes. Je sais pas, c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question, je n'ai jamais été confronté à cette question, mais je vais essayer d'y répondre, on va dire, de bon sens juridique. Je ne sais pas si ce sont deux termes qui forcément vont ensemble, mais disons, s'il y a eu une cession ou une licence qui a été accordée à un éditeur, selon par exemple notamment les articles 380 et suivants, normalement la cession est valable pour une certaine durée, c'est-à-dire l'exploitation. Ça, c'est une première chose. Mais si un droit est cédé à une société et que cette société, on va dire, une faillite, c'est l'équivalent d'une mort, simplement juridiquement, et cette société disparaît, deux possibilités. Soit les droits ont été cédés, donc effectivement, si on ne sait pas s'ils ont été cédés dans le cadre de la faillite, c'est-à-dire la masse a cédé le catalogue à X ou Y, et dans ce cas-là, c'est une cession comme n'importe quelle cession, donc les droits ont été cédés. Mais si les droits n'ont pas été cédés, à mon sens, le droit s'éteint. Ça, c'est une première réflexion que je me fais par rapport à la question. Mais disons, donc fatalement, c'est une réponse de juriste, ni oui ni non, bien au contraire. Non, c'est pas ça, c'est que spontanément, je me dis que s'il n'y a pas eu de cession, et que, disons, quand quelqu'un a un droit, mais que cette personne décède, le droit peut potentiellement, disons, disparaître avec lui. Potentiellement, il peut réintégrer ses droits. Mais disons... Alors bon, oui, en l'occurrence, dans une faillite, c'est la seule hypothèse qui viendrait, c'est qu'il y a eu une cession des actifs dont ferait partie les droits. Des masses en faillite. Oh, en fait, pour compléter ce que dit Christian, et c'est juste, en fait, lorsque l'éditeur tombe en faillite, les droits reviennent à l'auteur. Ah oui. Et puis si par contre c'est un contrat d'entreprise, parce que l'auteur a vraiment cédé, comme disait Christian, une cession totale des droits d'auteur, là les droits d'auteur restent dans la masse en faillite, et puis ensuite c'est les créanciers qui vont venir prendre les droits d'auteur. Donc la réponse c'est, en cas de faillite, les droits d'auteur reviennent en principe à l'auteur. Donc théoriquement on ne pourrait pas se dire ah c'est bon, ils sont en faillite, on peut utiliser à bien plaire les droits d'auteur. Si je peux juste peut-être ajouter une expérience de la Bibliothèque nationale, on se trouve assez souvent confronté à ce problème d'œuvres orphelines, en particulier par exemple avec des revues. On numérise beaucoup de journaux et revues, des revues d'une société scientifique ou
ou littéraire ou quelconque, qui a disparu, l'imprimeur a disparu, l'éditeur a disparu, on ne retrouve rien. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est une évaluation du risque qu'on prendrait à quand même numériser et mettre en ligne cette revue. Et puis, selon les thématiques, selon la forme de la revue aussi. Par exemple, dès qu'il y a beaucoup de photographies, là, on hésite beaucoup parce que c'est plus sensible que simplement du texte. Mais pour finir, on prend une décision en fonction du risque qu'on a évalué. Et effectivement, il n'y a pas de réponse. Enfin, on ne peut pas trouver une solution juridique propre, entre guillemets, pour ces cas-là. Là, oui, c'est d'ailleurs regrettable qu'Agur, selon les derniers résultats de consultation, ne soit pas allé, plus... on soit un peu pas plus audacieux, on va dire, à ce stade. Et puis c'est vrai qu'en tout cas, en ce qui me concerne, on peut que recommander que les consultations ont eu lieu, mais aujourd'hui, à ce stade, c'est vrai que il y a passablement de pistes dans ce domaine-là qui ne me semblent pas avoir été vraiment explorées. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, je crois que Madame peut-être Madame Régamay. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet pour les œuvres orphelines en gestation. Peut-être vous êtes plus au courant, mais non, en tout cas, je crois que c'est en discussion. Non. Je sais que mais Christian a raison, c'est pas dans le projet actuel. Mais ça reste des discussions assez secrètes, et puis je suis pas dans le secret des dieux. Et puis peut-être une autre chose, ce qui est curieux, c'est que pour d'autres domaines, eh bien, il y a des exceptions qui ont été prévues pour tout ce qui est, on va dire, vidéo et musique, alors que ce n'est pas le cas dans ces autres domaines dont on parle. Quelles exceptions de la musique, par exemple, de la vidéo? Comme c'est les exceptions qui vont parler. Mais je ne suis pas sûr de voir à quel tu parles. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc Christian fait référence à effectivement dans la LDA, il y a une exception qui s'appelle œuvre orpheline. Donc on se dit ah tiens il y en a une. Puis en fait pour les experts on parle d'exception de la SSR et SRG parce qu'en fait elle concerne tous les stocks d'archives des radios et télévisions, des œuvres audiovisuelles et visuelles qui sont dans leur stock d'archives. Et donc eux peuvent en fait repuiser là-dedans sans demander l'autorisation aux auteurs, mais moyennant rémunération. Donc en gros, pour ainsi dire, ça ne nous concerne pas en fait. Non, ça ne nous concerne pas, mais disons, ils ont prévu quelque chose et on aurait pu imaginer peut-être continuer pour tout ce qui est bibliothèque nationale. Ça aurait pu être une piste aussi de réflexion, parce que disons, une piste a été ouverte dans un domaine, pourquoi pas dans d'autres? Là, vraiment, on n'est pas du tout dans le... Pardon, voilà. Pourquoi pas dans d'autres? Monsieur Roth, vous aviez une... Voilà, oui, j'ai une question. Si mon souvenir est bon, la loi actuelle, la loi sur le droit d'auteur, ne permet de créer une copie d'archivage que si l'ouvrage n'est plus disponible dans le commerce. Et si... je crois que c'était l'article, je n'ai plus en tête l'article, mais bon, je crois que c'est le cas. Donc en fait, une bibliothèque ne pourrait numériser à fin d'archivage que si elle a pris auparavant la garantie que l'ouvrage n'est plus disponible dans le commerce. Est-ce que cette clause va tomber avec Agur? Alors, bon, déjà, premièrement, ça c'était la disposition avant la révision de 2008, qui effectivement à l'époque on disait il fallait que l'exemplaire soit fragile et plus disponible dans le commerce, et là on peut numériser. Et puis en 2008, on a étendu cette exception en prévoyant un nouvel alinéa pour dire on peut de toute façon numériser. Donc tout le patrimoine du musée peut être numérisé. Mais juste pour l'archivage. Juste pour l'archivage, pour la conservation. Et la conservation. Voilà. Et du coup, maintenant dans Agour, l'idée c'est d'étendre une deuxième fois en permettant de le mettre à disposition du public. Une deuxième question à propos des œuvres orphelines. En France, il existe un organisme qui s'appelle Relire, qui gère les œuvres orphelines, c'est-à-dire qui en principe en a fait un registre
Et puis, si un auteur, donc dès le moment où elle figure dans ce registre, le document peut être numérisé, sauf si l'ayant droit s'annonce, prouve qu'il est effectivement le détenteur des droits, et à ce moment-là, il sera retiré, la numérisation ne sera plus possible. Donc, dans Agur, à votre connaissance, rien de ce style n'est prévu. Rien n'est prévu. Encore une fois, dans le projet actuel, on espère qu'ils vont le faire paraître. Et pourtant, dans Agur, ils mentionnent les développements que vous évoquez. Donc le développement des œuvres orphelines en France, en Europe, parce qu'effectivement, pour rappel, en Europe, il y a une directive qui parle d'œuvres orphelines, qui encourage les États membres à prévoir des régimes pour les œuvres orphelines. La France vient de le transposer dans sa loi nationale, ainsi que l'Angleterre et tous les pays qui permettent un système très favorable aux œuvres orphelines, effectivement. Donc l'idéal, ce serait de s'inspirer de ces systèmes et puis de le proposer pour cette révision. J'ai entendu dire que cette liste avait pas, alors qu'elle est elle serait extrêmement utile aux musées et aux bibliothèques. Si j'ai bien compris, il y avait une cinquantaine de noms à peine sur cette liste actuellement. Donc c'est quelque chose qui non seulement n'est pas connu, mais pas utilisé. C'est assez étonnant d'ailleurs à ce point-là. Mais ce serait une bonne piste effectivement, notamment parce que, je disais, dans les livres photographies, il y a eu des quantités d'éditeurs qui ont très vite disparu. Il y a des gens dont on n'a absolument plus aucune trace, et pourtant ces livres existent, méritent d'exister. Et pour nous, évidemment, on cherche toutes les pistes possibles de manière à pouvoir non seulement les numériser, mais les diffuser. Alors, à cela, il y a une chose aussi que j'aimerais vous poser. Donc, théoriquement, nous pouvons numériser pour une copie de sauvegarde notre projet dans un premier temps, et de mettre à disposition cette numérisation avec un logiciel de recherche dans notre bibliothèque en interne. Dans ce cas-là, d'abord, si je comprends bien, enfin je le sais, mais disons, ça n'est pas vraiment légal, et la question est, comme gibier de potence, qu'est-ce que je risque, ou qu'est-ce que nous risquons en tant qu'institution, dans la mesure où ça paraît être une mesure totalement en porte-à-faux avec absolument tout ce qui se passe et tout ce qui se dessine et tout ce qui se construit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passera quand on va mettre nos livres en consultation interne avant de les mettre dans le domaine public? Il n'y a pas de problème, mais les livres numérisés sur lesquels on fait des recherches, ceux-ci, théoriquement, ne peuvent pas être mis en consultation. Or, nous allons les mettre. Qu'est-ce qu'on risque? Disons, si j'ai bien compris la question, c'est quelles sont les conséquences d'éventuelles violations de droits d'auteur, en fait. Voilà. Globalement, de nouveau sans entrer dans les détails, mais c'est toutes les hypothèses civiles, voire même pénales, des violations de droits d'auteur. Ça va de faire, par exemple, de faire détruire toutes les copies, de confisquer les copies, de faire arrêter, on va dire, toutes les violations, de les anticiper, de demander des dommages-intérêts, voire des restitutions de gains. Et accessoirement, il y a potentiellement aussi des dispositions pénales dans le cadre des violations de droits d'auteur. Voilà, là, je l'ai fait un peu rapidement, mais je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Oui, peut-être juste. Pardon. A priori, les sanctions que vient d'évoquer Christian, c'est il faut que l'auteur agisse. Donc, c'est pas pour minimiser le risque, mais pour dire qu'il faut qu'un auteur monte au créneau et puis se plaigne de tout cela. Donc, Oui, c'est aussi ce que je veux dire, si on ramène les choses, évidemment, sur 20 000 ouvrages, la question, alors là, justement, la question du processus, il faudrait qu'un éditeur ou qu'un auteur porte plainte, si je comprends bien, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, bon, on a affaire à une personne et pas à une action massive, mais qu'est-ce qu'on risque concrètement à part devoir supprimer ce livre d'une consultation? La chose ne peut pas aller guère plus loin d'une amende de principe. C'est assez important parce qu'on criminalise beaucoup là. Enfin, moi j'ai entendu beaucoup ces questions. Je crois que beaucoup de bibliothécaires, et notamment aussi à la Bibliothèque nationale, ce débat est important, de dire mais qu'est-ce qu'on risque? Et vous avez dit tout à l'heure, vous évaluez en fait le risque. Si on évalue le risque par rapport à un projet comme celui que nous développons,
Quel est-il? Donc, on regardait avec Christian, donc lui, il avait que les actions civiles, hein, comme interdire, confisquer, détruire les livres, éventuellement des dommages et intérêts. Ça, c'est clair que l'auteur, comme je disais, doit monter au créneau. Maintenant, on regardait les dispositions pénales, parce qu'on peut aussi, enfin, la personne physique responsable des violations pourrait être poursuivie pénalement. A priori, c'est sur plainte, donc il faut que l'auteur monte aussi au créneau. Et puis, on voit que si c'est fait par métier, ça peut être poursuivi d'office. Donc ça, c'est le ministère public qui va lui-même agir sans qu'il y ait de plainte. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on définit par métier. Est-ce qu'un musée qui ne fait pas de but lucratif, mais dans le cadre de son mandat, le fait par métier? Il faudrait qu'on vérifie avec Christian. Donc on laisse peut-être la question ouverte, mais ce n'est pas exclu que ce soit poursuivi d'office. Mais les risques sont quand même... Ah, pardon. Ah, et alors, une fois que quelqu'un ou que le ministère public poursuit, oui, alors, a priori, c'est des peines pécuniaires. Mais ça peut être une peine privative. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on... Vous irez voir la LDA, article 67, si vous voulez comprendre les conséquences. À mon avis, on risque surtout une peine pécuniaire. Mais il parle de peine privative, de liberté aussi. Mais je crois qu'on est... Voilà. J'en ai, voilà. Non, j'en ai pas entendu parler. Non, je disais que bon, si on parle de peine pécuniaire ou tel désavantage, détruire les fichiers, etc., ça c'est peut-être encore relativement peu important, ou on peut le prévoir au budget éventuellement. Par contre, je pensais que ça pouvait avoir un effet médiatique, etc., ou peut-être la renommée prend des voies incontrôlables, etc. Donc ça serait plus, à mon avis, ça serait plus difficile à gérer qu'une somme pécuniaire qui pourrait figurer au budget. Et quelle réflexion vous avez de la bibliothèque, comme la bibliothèque universitaire de Lausanne? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez par rapport à la numérisation, à la diffusion des livres, et quelle est votre position par rapport à ça? Alors, je crois que nous sommes très prudents. Je ne suis pas la personne qui a participé activement à l'un ou l'autre de ces projets, que je peux nommer. Soit que c'était la collaboration avec Google pour... plus de 100 000 livres libres de droit et de plus de 70 ans. Hein. Eux, ils ont demandé 120 ou 140 ans. 140. Donc là, il n'y aurait pas ce problème, il n'y aurait pas d'orphelins, etc. Donc ceux-ci, ils ont été mis à disposition des usagers, d'une part par le biais de Google Books, et d'autre part par le biais de notre catalogue où il figurait déjà comme objet physique. Il y a maintenant, il a fallu quelques démarches. Il y a le lien vers l'accès en ligne au fichier numérisé du livre ancien de plus de 140 ans. Et l'autre projet qui porte alors sur des objets qui sont plus récents pour certains, ça a été d'une part la numérisation du temps, et puis ensuite 2010-12 la numérisation de revues, journaux, d'Edipress, Tamedia maintenant. Et ces opérations-là, elles font l'objet de contrats où les choses sont clairement définies, discutées. En l'occurrence, pour Scriptorium, c'était un contrat tripartite puisque la Bibliothèque nationale était aussi impliquée. Et donc la BCU doit assurer que en fait, l'éditeur qui reste propriétaire des droits délègue à la BCU la tâche de mettre à disposition gratuitement les revues concernées, qui commencent parfois au XVIIIe siècle jusqu'à une année fixée, par exemple 2000. Et la BCU doit aussi, avec l'outil qu'elle utilise, veiller à ce qu'il n'y ait pas des déchargements massifs ou
des potentielles utilisations malveillantes d'utilisation commerciale. C'est ça qu'on peut dire pour ce genre de projet. Et mon chef m'a bien dit qu'il n'avait pas envie d'aller en prison. Est-ce que la loi pourrait faire une différence dans la mise à disposition d'images, enfin de reproduction de livres, au niveau de la qualité de la mise à disposition? C'est-à-dire si on met à disposition en basse qualité qui ne peut pas être reproduite, est-ce que ça pourrait être traité différemment que si on met en ligne des choses à haute définition? La loi actuelle ou la loi... La loi à venir. Pourrait traiter ça de manière différenciée. Non, de mémoire, mais tu me corrigeras, Yaniv, si je me trompe. Actuellement, une des hypothèses, c'est, on va dire, les citations d'images qui seraient possibles, mais en très petite définition et en timbre-poste, on va dire, globalement, de mémoire, hein, c'est ça, hein. Mais disons là, c'est dans le cadre des exceptions potentielles, parce qu'il y avait encore aujourd'hui, enfin dans la loi n'est pas ancré le droit de citation pour les œuvres de beaux-arts, ce qui est notamment un problème. Il y a une partie de la doctrine était, je vois que Yaniv hoche de la tête, donc il va compléter, mais il va donner son avis. Mais disons, a priori, c'était la reproduction des œuvres de beaux-arts n'était pas prévue par le droit d'auteur actuel. Moi, je suis partisan de dire que ça faisait partie, disons, des possibilités, même si ce n'est pas la doctrine majoritaire. En ce sens, pour rajouter un dernier élément, votre question me fait penser aussi au respect de l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire aussi si vous faites quelque chose d'énormément pixelisé où on distingue à peine l'œuvre, ça pose un autre problème qui est celui du respect de l'œuvre en tant que telle. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'avais une question. J'en ai juste entendu parler, je ne sais pas si vous saviez de quoi il s'agissait. La Bibliothèque nationale avait mis à disposition sur son catalogue en ligne des milliers d'affiches suisses, de haute définition, donc on pouvait les agrandir énormément et travailler sur la base de ces images. Et maintenant, on m'a dit qu'on ne pouvait plus les ouvrir en quelque sorte, ces images, si ce n'est qu'elles ont la taille d'un timbre-poste. Et je me demandais si vous saviez de quoi il s'agissait, si c'était une question de droit d'auteur ou pas, si on était dans le même débat ou pas. Alors, je vais donner le micro à la Bibliothèque nationale. En fait, oui, en effet, la Bibliothèque nationale était entrée en contact, en discussion avec Proliteris pour régulariser les droits justement de ce catalogue d'affiches. Et puis malheureusement les discussions ont tourné court. Proliteris avait des exigences qui n'étaient pas financièrement possibles pour la Bibliothèque nationale et ses partenaires. Donc on a été obligé de retirer toutes les images en haute définition. Ce qu'on veut essayer de faire maintenant, mais ça c'est une question encore technique, c'est de redonner la possibilité d'afficher les images des affiches qui sont dans le domaine public. Mais bon, il faut pouvoir définir justement quelles sont les affiches qui sont dans le domaine public, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, trouver je pense que le moyen technique, ce sera le moins difficile probablement. Mais pour l'instant, on est dans une situation bloquée. Juste dans la gestion du risque, pour rebondir sur ce que tu avais dit, je me souviens d'avoir eu une demande pour numériser des partitions de Raphaël et d'Alessandro. Il est mort en Suisse dans les années 50, son fonds est à la Bibliothèque nationale.
Et c'était un orchestre symphonique des États-Unis qui avait besoin de ces partitions parce qu'il voulait présenter l'œuvre. Problème, c'est qu'il était publié chez Feuchtich à Lausanne. Alors là, j'ai téléphoné chez Feuchtich, on m'a dit, mais on en a encore tant que vous voulez, l'orchestre a qu'à nous les commander, donc le problème était réglé. Mais il y avait une autre œuvre qui était publiée par Hoog Music. Hoog Music a disparu et a vendu son fonds à Warner. J'ai envoyé une bouteille à la mer pour le principe à la gestion des droits chez Warner, qui certainement ignore qu'ils ont le fonds de Rafael Alessandro chez eux, et on n'a jamais eu de réponse. Évidemment pas. Donc dans ce cas-là, le principe de précaution m'a fait dire avoir Times Warner sur le dos, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, on a simplement dit à l'orchestre symphonique de cette Philadelphie, écoutez, désolé, mais on ne peut pas le faire. Une question derrière. Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était une remarque quand vous disiez qui est-ce qui peut nous poursuivre ou nous attaquer. On m'a fait prendre connaissance il y a récemment d'une association en France qui proposait grosso modo à tous les auteurs, peintres, sculpteurs, artistes de défendre leurs droits en cas de reproduction de leur œuvre sur Internet. Grosso modo, leur justification, c'était « venez chez nous et si jamais quelqu'un met une photo de votre œuvre sur Internet, on ira récupérer les droits d'auteur pour vous ou on ira en justice pour vous. » Donc si vous avez 20 auteurs que vous diffusez dans votre catalogue qui sont chez eux, vous pouvez peut-être avoir une action groupée, on va dire. Mais la Suiza, en Suisse, elle ne s'occupe pas de ça, justement? Si? Non, alors tout à fait, c'est un scénario plausible. En Suisse, il y aurait la Suiza qui fait une veille. Ils ont un département qui recherche les potentielles violations de droits d'auteur. Vous avez des cabinets d'avocats spécialisés, en tout cas surtout en Allemagne et en France, où ils payent des jeunes stagiaires étudiants en droit qui recherchent toute la journée sur Internet des images. Puis ensuite, ils envoient une facture, y compris leur honoraire d'avocat pour payer. Donc c'est clair que c'est un scénario. Donc la société de gestion de droit peut se substituer à l'auteur pour poursuivre. Elle doit. Oui, parce que tout à l'heure vous disiez l'auteur doit agir pour. Sinon, les droits n'ont pas été cédés en gestion à la Suiza. Ouais. C'est l'auteur, sinon c'est la Suiza. Ou pour les proliteris pour les images et ainsi de suite. Vous aviez parlé des pénalités tout à l'heure. Je connais le cas d'un graphiste lausannois qui, pour une brochure de promotion pour la ville de Lausanne, qui a été tirée à 300 000 exemplaires, qui était distribuée dans les foires, dans les congrès, etc., a utilisé une vignette qui était de G.A. Augsbourg. Et comme ils ne trouvaient pas la veuve de G.A. Augsbourg, tout le monde savait que G.A. Augsbourg était décédé, mais on ne savait pas qui détenait les droits. Ils étaient obligés de lancer l'impression parce que, pour un congrès à Tokyo, la ville de Lausanne voulait absolument avoir ces brochures. Ils se sont fait tomber dessus, le juriste s'est fait tomber dessus par Proliteris et il a dû payer 9 000 francs de droits. Il y avait un mauvais avocat. Vous avez évoqué une piste là qui est aussi une des questions que je voulais peut-être évoquer. Quand on ne trouve pas un auteur, on place un DR, droit réservé, qui prouve notre bonne foi, et dans ce cas-là, on engage une discussion avec l'auteur en disant, mais sur des bases, correctes, c'est-à-dire les tarifs proliteris éventuellement. Est-ce que c'est une pratique qu'on pourrait envisager à assez grande échelle avec les livres dont on ne connaît pas les auteurs, en ayant fait en pouvant prouver qu'on a fait une recherche, nous n'avons pas accès aux auteurs, on place le droit réservé. Si l'auteur, à ce moment-là, vient, on peut prouver notre foi, dire on n'a pas trouvé l'auteur, et dans ce cas-là, on négocie. À ce moment-là, on ne tombe pas sous le coup d'une pénalité telle que vous l'évoquez à 9 000. Bon, ça me paraît extravagant. Mais est-ce que c'est aussi une piste envisageable dans la mesure où, je le répète,
Notre souci, c'est que il y a des quantités extravagantes de livres dont on ne sait pas très bien comment trouver les droits, notamment les années 60-70, parce qu'il y a eu des quantités d'éditeurs qui ont fait vite faillite, qui ont fait des toutes petites éditions, qui ont fait d'autres éditions que c'était fait vite. Est-ce que c'est une piste ou est-ce que c'est inenvisageable? Parce qu'on le fait pour la photographie. Bon, c'est une pratique que apparemment la Bibliothèque nationale faisait. C'est la pratique en Europe avec les œuvres orphelines. Hein. On met en ligne, mais on met tout droit réservé, et on permet à des éventuels ayants droit de se manifester s'ils se reconnaissent. Mais comme c'est pas encore possible en Suisse, théoriquement ça change rien de mettre tout droit réservé, mais c'est vrai que ça démontre un petit peu votre bonne foi. Et puis ce qu'on peut, je pense, nous juristes, vous encourager à faire si vous mettez en ligne. Vous mettez tout droit réservé et puis donner une possibilité à des ayants droit de manière assez simple en cliquant avec un lien pour se manifester, garder peut-être un fonds, une petite réserve de côté, un compte à part si vous devez payer ces ayants droit. En tout cas, ça c'est le système des œuvres orphelines tel qu'il est en Europe et puis peut-être qu'en Suisse ça viendra. Non, justement, parce que c'est ce qu'on disait, c'est l'absent de Agour, c'est les œuvres orphelines. Parce que actuellement, si on regarde dans les journaux, par exemple, il y a des quantités de photographies qui sont mises DR, droit réservé en Suisse. Donc, ça n'est pas légal. Non, mais je pense que, disons, c'est pas une question légale ou pas. C'est-à-dire que c'est peut-être c'est une pratique, mais ça change rien au niveau du résultat, au niveau du droit d'auteur. Ça, disons, parce qu'en même temps, on pourrait imaginer, disons, mettons-nous à la place, on va dire, d'un ayant droit. Ça montre peut-être que vous ne l'avez pas trouvé, mais ça ne prouve pas non plus que vous avez tout fait pour le trouver. Disons, ça, en soi, ce n'est pas parce qu'on met DR que ça veut dire quelque chose. Ça veut simplement dire qu'on ne l'a pas mentionné. D'un point de vue des conséquences au niveau du droit d'auteur, la violation potentielle du droit d'auteur, elle reste totalement identique à ce stade en Suisse. Okay. Oui, Jean-Claude. Je reviens au livre. Qu'en est-il pour les publications qui ont des éditeurs multiples? Je sais pas, on prend un livre très connu, les Américains, qui ont été publiés par Delpire dans les années fin 50, 60, 59. Et Steidel vient de le publier récemment. Puis entre-temps, il y a eu un nombre d'éditions colossal à travers le monde. Les ayants droit, c'est qui? C'est Robert Frank, où il faut passer par tous les éditeurs. Vous parlez du livre? Oui, là, on est dans le livre. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en ligne nos livres. Et, par exemple, le cas des Américains, je crois qu'on a plusieurs exemplaires édités par différents éditeurs. Du même livre? Du même livre. Et dans différents pays. Disons, de nouveau une réponse de juriste là, par contre. Mais disons, vous allez en numériser qu'un de livre. Donc ça va être celui que vous allez numériser. Il faut numériser celui déjà, qui est dans le domaine spontanément, hein, mais disons, après, c'est de nouveau la question, c'est qui est titulaire des droits. Et puis ça, fatalement, vous allez vous confronter peut-être à des questions qui seront peut-être totalement insolubles parce que vous n'arriverez pas à savoir qu'est-ce qui a été cédé chaque fois, enfin, ou transmis à chaque éditeur. Mais alors ça, j'avoue ne m'être jamais posé cette question. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça. Mais... Dans le cas du musée, je ne sais pas, Daniel a une réponse précise là-dessus. On va tout numériser. Donc, certaines publications, elles vont apparaître sous différents éditeurs. Alors, après, bon, pouvoir faire un choix, dire on n'en met qu'une à disposition. Bon, notre intérêt, c'est justement de montrer les éditions différentes, en disant italienne, allemande, chinoise, enfin non pas chinoise, mais disons on a beaucoup d'éditions. Et l'intérêt justement d'une numérisation, c'est que quelqu'un puisse comparer. On sait que les images sont différentes, il y en a qui sont dans certaines éditions, elles existent. Donc
tout l'intérêt, c'est justement de les mettre. Alors, si je comprends bien les choses, on aura deux problèmes. On a Robert Frank, mais on a chacun des éditeurs qui devrait avoir les droits de Robert Frank, théoriquement. C'est-à-dire l'éditeur italien qui a le droit, l'éditeur français, Delpire, l'éditeur allemand Steidl, l'éditeur anglais, etc. Donc en fait, on va se retrouver avec une armée en face. C'est pas une armée. Hein. Disons, là, maintenant, je ne vais pas parler de mon expérience de juriste, mais de mon expérience de co-auteur. On fait un contrat avec un éditeur. Et généralement, la plupart du temps, c'est cet éditeur qui fait ensuite des contrats qui cède. Alors, on doit donner suivant ce qu'on se réserve. Eh bien, mais tout ça est souvent extrêmement contractuel. Donc, en fait, disons, je crains de ne pas pouvoir donner de réponse. Mais disons, généralement, la première chose, c'est qu'à chaque numérisation va correspondre un livre, une édition. Donc, disons, voilà. Mais vraisemblablement, ou même pas forcément, mais disons assez fréquemment, comme ça, mais de nouveau, ce n'est pas une vraie bonne réponse qui est utile, mais il y a un éditeur originel, qui va ensuite faire, lui, des contrats d'édition avec des correspondants. C'est ce qui est arrivé notamment pour Controverse. Mais disons, ensuite, malgré tout, toujours, par exemple pour Controverse, on restait quand même titulaire, parce qu'on se l'était réservé. Mais en principe, lorsqu'il y a, surtout en droit français, de notre expérience, eh bien, il y a une cession avec le droit qui est donné à l'éditeur de faire ensuite lui-même ses contrats. En Suisse, ce qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'en principe, c'est toujours l'auteur qui garde, sauf convention contraire, la possibilité de faire les traductions, selon les articles du contrat d'édition. En fait, vous aurez remarqué que moi, j'ai tendance à minimiser énormément les choses et Christian et l'autre remettent les choses en réalité. Je veux dire, pourquoi, par exemple, je minimise? Je vois qu'on a fait ensemble un livre qui s'appelle Controverse. Yaniv y a travaillé. Donc, je travaille avec deux excellents avocats. Et pourtant, ce livre a été entièrement pillé par une revue américaine qui s'appelle American Photography. Il a repris mon texte en le signant, les textes de Christian, les photographies, entièrement, il y a 30 ou 40 pages. Et pourtant, même avec deux bons avocats ici, on n'a même pas réussi à avoir une lettre d'excuse. Alors, ça relativise quand même les possibilités d'aller devant un tribunal. C'est-à-dire que vous allez devant un tribunal avec un avocat, on savait très bien qu'il fallait aller aux États-Unis, et eux le savaient très bien aussi, c'est-à-dire qu'il fallait mettre tellement d'argent que l'enjeu n'en valait pas la peine. Donc il valait mieux essayer de s'arranger, on n'a jamais réussi à s'arranger, mais ça revient quand même à cette question des conséquences, c'est-à-dire que les enjeux sont minimes dans ces cas-là. Ce ne sont pas des films qui se passent dans le monde entier avec des millions d'auteurs, ce sont des enjeux qui sont relativement minimes, donc, c'est une réponse que j'aimerais bien entendre de votre part, un oui à quelque part, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de toutes petites conséquences financières quand on numérise un livre pour un éditeur, notamment des livres qui sont épuisés. Ah non, mais moi je vais pas dire ça. D'abord, je viens d'apprendre que je suis riche parce que je n'étais pas au courant qu'on avait été pillé comme ça par une société américaine. Il a dû me cacher ça, Daniel. Ça, c'est pas vrai. Non, je plaisante. Je plaisante. Par contre, je ne sais pas pourquoi on n'a rien fait, mais vraisemblablement parce qu'il y avait aussi une... Oui, mais disons, par contre, à ta deuxième question, je ne peux pas te répondre. Et je suis même, en ce qui me concerne, on va dire... encore plus conservateur que Yaniv. C'est-à-dire que moi, je pense que malgré tout, les risques sont sérieux. Donc j'aime bien entendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une gestion des risques. Souvent, là, de nouveau, je ne parle pas forcément en tant qu'avocat, là, mais disons parce que j'ai été confronté à toutes ces réflexions avec Daniel, en particulier, pour Controverse, mais fréquemment, quand... je collabore ou je donne des conseils à des gens qui sont, on va dire, dans le faire, que ce soit commissaire, artiste, auteur, que sais-je.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, en tant que juristes, c'est chaque fois non, danger, pas possible. Et puis, on est vraiment, disons, on met des freins à tout parce que le risque existe, le risque est sérieux et économiquement, en plus de ça, sur Internet, disons, potentiellement et économiquement, c'est non négligeable. Et je trouve que la logique de gestion des risques est vraie, parce qu'à un moment donné, le risque zéro est extrêmement rare, surtout quand on veut essayer d'être un peu précurseur. Et on essaye de pousser, disons, la pratique. Donc, j'ai perdu le fil pour la deuxième chose que je voulais dire, mais disons, après, disons, oui, non, je trouverais peut-être intéressant que, et là je vais passer le micro à Yaniv, si tu veux parler peut-être très brièvement du fair use, ou pas. Mais disons, ouais, parce qu'en fait, disons, les conséquences, disons, surtout dans les pays anglo-saxons, en revanche, sont beaucoup plus, disons, importantes économiquement, sachant que, de nouveau, je ne dis pas qu'elles sont minimes en Suisse non plus. Je peux me permettre, juste avant de passer à ça, j'avais juste une question dans le concret. Parmi les 20 000, vous avez parlé de 20 000 œuvres que vous aviez l'intention de numériser. Parmi ces 20 000 œuvres, combien seraient concernées réellement par ce problème des œuvres orphelines, etc. Vous arrivez à dire un pourcentage ou quelque chose? Le pourcentage, c'est une grande majorité ou... C'est assez difficile, mais de ce qui est dans le domaine public, il y en a peut-être 2-3 000, ça c'est évident. Il y a une zone grise, et c'est ça qui m'intéresse aussi, qui doit concerner une dizaine de milliers de livres, vraiment des années 40, 50, qui ne sont pas vraiment, dans le fond, pour lesquels les droits courent. Elles ne sont pas orphelines dans le sens où il y a des éditeurs. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les éditeurs, ou même souvent les photographes, ont disparu. Il m'arrivait assez fréquemment de rechercher des descendants de photographes. Et je peux dire, la plupart du temps, on ne sait absolument pas... qui était le photographe. C'est pour ça que j'évoquais la question du droit réservé. Alors, le prouver après qu'on a fait des recherches, c'est une chose. Donc là, on a, pour répondre clairement à votre question, dans le domaine public, nous, on scanne maintenant, actuellement, tout ce qui est dans le domaine public. Il y a environ 2000 livres que moi j'ai sélectionnés qui peuvent être, alors là, faire l'objet d'une mise en ligne sans aucun problème. La question, c'est pour ça que j'ai été très clair là-dessus, on veut faire une deuxième phase avec une mise en ligne, une mise en interne de recherche pour faire toute la recherche, mais aussi dans cette idée qu'évoquait Christian, c'est que le droit est en arrière de la réalité et que forcément tout ceci devra évoluer. C'est impossible que ça n'évolue pas. Et si vous regardez ce qui se passe dans la musique aussi aujourd'hui, la musique, vous pouvez avoir un abonnement pour 10 francs avec des millions de titres. C'est quelque chose qui était inimaginable même il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les propriétaires de droits se sont adaptés aussi, pas seulement la loi, mais les propriétaires. Donc nous, on prend de l'avance, si on veut, technologiquement, méthodologiquement et dans la recherche, avec cette idée que forcément les choses vont évoluer. Alors ça, évidemment, c'est une évaluation, n'est-ce pas ? Mais tout ce qui... Et puis pour répondre aussi, pour finir votre question, il y a je pense une bonne moitié de livres qui sont des livres qui ont été publiés à partir des années 90. Donc il y a énormément de publications, notamment depuis 2000. On a peut-être 7 ou 8 000 livres parce qu'il y a eu une accélération de l'impression de ces années-là. Mais ces livres-là ne sont pas vraiment ceux qui nous concernent en priorité. Ceux qui nous concernent en priorité, ce sont ces livres introuvables. Et c'est ça la question fondamentale. C'est la diffusion de l'information, quoi. Voilà, de la connaissance. Ouais, partage de la connaissance. Ouais. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Disons, je souhaiterais que ça évolue comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une différence avec la musique et puis l'édition. C'est que le marché, enfin disons les acteurs, sont assez identifiables, pour une grande partie. Alors que, disons, les titulaires de droits dans les livres, enfin dans l'édition, c'est un marché qui est, c'est beaucoup plus éclaté. Donc, pour offrir des grandes bases de données, il suffit que les 5 majors se mettent ensemble et puis on peut déjà avoir quelque chose de conséquent.
Alors que, disons, il me semble que cette même voie semble, plus difficilement possible à très court terme. Ça suppose même si effectivement il y a par exemple, Google et autres, ça serait peut-être via eux que ça serait possible, mais c'est cette différence-là qui est que je pense une question par rapport à votre impression justement sur l'évolution du droit d'auteur, ce qui est en train de se passer, etc. Mon sentiment, c'est qu'on va plutôt vers un durcissement du droit d'auteur que vers un assouplissement. Est-ce que vous avez aussi cette impression en tant qu'un juriste Je me demande si on a la même avis. Ah ben, ce sera... Ah, bah, vas-y, J'aime bien que les gens ne soient pas d'accord. Bon, l'observation pousse quand même à conclure que moi j'ai l'impression que c'est plutôt assouplissement. Pourquoi ? Et vous parliez de précurseurs comme fait quand même le musée de l'Élysée. C'est comme le fait Google qui est peut-être un peu poids lourd, en tout cas ils ont plus de moyens financiers. Ils poussent un maximum, ils testent le droit d'auteur. Et certes, en France, par exemple, Google Book s'est fait taper sur les doigts. Ils ont payé une amende assez chère parce qu'ils n'ont pas réussi à bénéficier de l'exception du droit d'auteur citation. En revanche, aux États-Unis, ils ont poussé, et puis là, le tribunal a admis le fair use. Donc le fair use, c'est l'équivalent des exceptions aux États-Unis. Et les tribunaux ont admis, pour des raisons de diffusion de l'information dans le public, une notion de fair use. On a le droit, c'est une exception, Google avait le droit de le faire. Vous aviez mentionné, monsieur, les images à basse résolution, comme les thumbnails, je pense que en tout cas, c'est une pratique. On pourrait définir jusqu'à une certaine définition, c'est accepté, puis au-delà, plus. Voilà, alors ça, c'est par exemple une pratique que font de nombreuses bibliothèques numériques. Elles mettent des petites images en basse résolution, et puis si l'utilisateur veut aller voir la vraie image, en cliquant dessus, il va être redirigé à la bibliothèque qui a réellement les droits d'auteur. Donc pour dire qu'il y a quand même des solutions où là, moi je trouve que ça va plutôt vers un assouplissement du droit d'auteur. En tout cas, assouplissement dès l'instant où on veut remplir la mission des musées, la mission de diffusion de l'information, et c'est ce que je souhaite, mais je pense qu'on va quand même vers cette direction. C'est bien ce que je pensais, on n'était pas d'accord. Je pense qu'il y a 3 points en ce qui me concerne. Le premier, c'était pour reprendre ce qu'avait dit Yaniv au départ. Tout ça est une question déjà disons, d'équilibre qui est difficile à trouver, c'est-à-dire d'une part protéger, on va dire, les investissements qui ont été faits par l'auteur pour créer son œuvre, et donc on va dire la propriété privée, quelque chose d'individuel qui s'oppose à la liberté de l'information, le bien public, etc. Et puis c'est entre, on va dire, ces deux extrêmes qu'on essaie de trouver un équilibre. Mon sentiment, il est le suivant. Le premier, c'est que peut-être on a l'impression qu'il y a un durcissement, mais je pense que c'est simplement qu'avec l'évolution, il y a simplement, on va dire, des décisions ou de la connaissance des droits qui sont plus importants. Et puis ce qui était peut-être un petit peu admis, enfin pas admis, mais fait de manière un petit peu amateur, on va dire, les gens, il y a une prise de conscience du risque, des droits, etc. Et donc finalement, on a le sentiment qu'il y a un durcissement, mais c'est simplement on se rapproche du système légal. Un peu, voilà. En gros, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, je pense, malgré tout, en ce qui me concerne, il y a quand même un durcissement, en ce sens que plus les années passent, depuis maintenant, je ne sais pas, 20 ans, il y a une réelle prise de conscience de la valeur économique des droits d'auteur. Du coup, ça devient quelque chose qui est de plus en plus, on va dire, sensible, parce que les conséquences sont économiques et importantes. Et puis, sous nos contrées, eh bien, la valeur des biens immatériels devient un actif important. Par voie de conséquent, on va dire, les procédures peuvent être de plus en plus fréquentes. On parle maintenant, effectivement, on reçoit des clients
reçoivent des lettres de cabinets d'avocats, etc., parce qu'ils ont utilisé sur leur site une image où ils auraient dû payer. Et puis il y a toute une activité qui se met en branle de ce niveau-là. Donc, et mon sentiment, c'est que malgré tout, comme il y a une prise de conscience de cette valeur, et que, eh bien, par voie de conséquence, il y a, on va dire plus de juridicisation de ce domaine-là. Donc, on va dire, en pratique, pour moi, il y a quand même un durcissement. Comme l'adage dit, 2 juristes, 3 opinions, je peux m'empêcher de reprendre la parole. Non, c'est simplement, j'aimerais juste faire une remarque prospective, comme Christian parlait de valorisation du droit d'auteur. Puis après, j'aurais une question à Madame Régamé. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, et c'est pour ça que je parlais de remarque prospective. Surtout pour vous au musée de l'Élysée, je trouve que tous vos projets de numérisation, y compris avec vos inventions, monsieur, il y a des nouveaux droits d'auteur que vous créez en fait, et vous avez parlé d'un logiciel en open source. Donc tout ça aussi, c'est des nouvelles valeurs que j'espère, ou je vous encourage à définir une bonne gestion, parce que vous pourrez aussi les revaloriser d'une autre manière, que ce soit à l'étranger, et je souhaite éventuellement en open source, parce que maintenant il y a une tendance à l'open data, mais en tout cas c'est quand même des nouvelles valeurs, parce qu'on a toujours parlé de la numérisation du livre en soi, mais maintenant vous générez aussi d'autres valeurs. Et puis il y aura un gros sujet qui va être probablement mis sur la table aux États-Unis dans la numérisation, c'est quand vous numérisez un livre en haute définition, on va se poser la question si c'est une nouvelle œuvre en fait. Est-ce qu'elle est suffisamment originale quand on a un gigapixel où on peut zoomer à la ride de la Joconde? La question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une nouvelle œuvre? Et puis après, ça pose d'autres problèmes. Est-ce qu'on Google ou d'autres gens se réapproprient les œuvres du domaine public? En tout cas, remarque prospective, ça va être un sujet sur la table. Et puis peut-être juste une question, Madame Régamé, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais vu qu'on parle à ce point des conséquences et des risques, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots, comment est-ce qu'on évalue à la Bibliothèque nationale les risques? Parce que votre pratique est certainement utile pour d'autres musées. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une part de subjectivité. Mais bon, d'abord, ce qu'on fait, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, une recherche approfondie qu'on documente. On documente donc tous les pas de la recherche. Pour le cas où on vient nous poser la question, bon, vous dites que vous n'avez pas trouvé, mais comment avez-vous cherché? Alors là, on met nos équipes de chercheurs sur la piste. Et puis, ensuite, bon, c'est vrai que les critères, c'est un petit peu... Bon, d'abord, est-ce que la revue, par exemple, est vraiment intéressante pour nous, pour les chercheurs qui utilisent nos collections? Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque pour cette publication-là ou pas? Et puis, je dirais aussi la notoriété de l'association ou de l'éditeur qui l'avait publié. On a pris, par exemple, pas mal de risques avec des revues publiées par des associations féministes ou, au contraire, des associations anti-féministes qui n'existent plus depuis longtemps, où on a peut-être retrouvé encore une membre qui nous a dit « Oh, mais mon Dieu, on serait tellement contente que vous numérisiez ça », mais on n'a plus personne à qui vous pouvez demander les droits. Et puis, dans ce genre de publication, on s'est dit « Bon, il y a quand même assez peu de choses que quelqu'un vienne porter plainte contre cette mise en ligne ». Voilà quelques exemples. Maintenant, si effectivement, dernièrement d'ailleurs, on a eu le cas d'une revue orpheline aussi, dans laquelle des auteurs vraiment très connus avaient publié des textes littéraires en plus. Là, on a tout de suite dit, bon, bah, l'affaire est claire, on ne prend pas le risque. C'est assez conservateur, c'est pas me dire, mais... Bon, on est très prudent surtout. On aimerait bien aller plus loin, mais c'est vrai qu'on joue la prudence, ça c'est sûr. J'ai une petite question, c'est une question complémentaire, mais là, en fait, Yaniv est beaucoup plus diplomate que moi quand il pose des questions, mais moi je vais poser aussi la question, est-ce que vous faites une évaluation du risque financier ou pas? Est-ce que vous...
c'est-à-dire que en fait, vous évaluez le risque maintenant d'un point de vue s'il y a, on va dire, une demande de dédommagement qui est faite, etc. Ou vous ne, ça ne vient pas parce qu'en fait, vous évaluez votre risque en termes réellement de risque on va dire, que quelqu'un humain, c'est-à-dire que quelqu'un sorte, et puis dès le moment où vous avez le sentiment qu'il y a déjà trop de risques que quelqu'un sorte, de toute manière, vous n'évaluez pas le risque suivant qui serait le risque financier. C'est exactement ça. Vous n'avez pas de provision dans votre bilan. Non. On parle beaucoup du droit d'auteur. Qu'en est-il du droit de l'image? Parce que si on reproduit une photo de quelqu'un qui est en vie et qui est reconnaissable, ça peut poser problème, surtout à l'ère d'Internet, non? Est-ce que quelqu'un peut se retourner contre vous, contre la personne qui publie en ligne, parce qu'il s'est reconnu sur une photo? Moi, je dirais non. Parce que, en fait, nous ne publions pas des images, on publie des livres qui ont été édités, donc en fait, le responsable, c'est l'éditeur ou le photographe. Ce n'est pas nous qui sommes, effectivement, on est aussi responsable de quelque chose, mais on n'est pas responsable du contenu. On ne peut pas être attaqué par quelqu'un pour avoir numérisé un livre dans lequel il est. Si la personne doit attaquer quelqu'un, elle doit attaquer l'éditeur. Bon, je vous donne mon point de vue, parce que de temps en temps, c'est quand même aussi intéressant d'avoir... Daniel, je ne sais pas si si on peut faire une analogie, mais dernièrement, j'ai lu que des propriétaires d'un site Internet qui a été piraté s'est fait attaquer pour de l'information qui a été mise à son insu sur le site. C'est le responsable du site qui trinque. Bon, alors, les principes en responsabilité, c'est simple. Hein. Si on paye des dommages d'intérêt, il faut qu'on soit fautif. Donc, dans ce cas-là, je pense que l'hébergeur qui a été attaqué, il n'est pas fautif. Par contre, il y a d'autres sanctions comme l'interdiction, la cessation, on vous coupe l'information ou la destruction. Ça, il n'y a pas de faute nécessaire. Donc là, on peut être condamné pour cela. Et de manière générale, il peut y avoir plusieurs responsables, des co-responsables. Et dans le cas évoqué par Daniel, si un musée numérise des images sur lesquelles une personne s'estime atteinte dans sa personnalité, le musée qui a numérisé et qui a potentiellement mis à disposition du public est co-responsable parce qu'il fait une participation accessoire. Donc il peut y avoir plusieurs responsables. Je ne sais pas si tu veux compléter. Vous avez parlé de Agur. J'aimerais savoir dans quelle mesure Agur se coordonne avec les réflexions de l'OMPI, parce que je sais que les bibliothèques ont fait des représentations à l'OMPI il y a 2 ans. Je crois que la Fédération internationale des associations de bibliothèques est venue à l'OMPI avec tout un catalogue de mesures en faveur des bibliothèques qu'elle souhaitait voir figurer dans la révision de la Convention de Berne. Elles se sont fait gentiment mettre à la porte. Savez-vous où on en est avec la révision dans ce domaine à l'OMPI? Bon, c'est une excellente question, monsieur. La réponse, je ne l'ai pas concrètement. Ce qui est sûr, c'est que l'OMPI avance plus lentement que le législateur suisse encore, je pense. C'est pas pour demain, probablement après-demain. Donc l'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, qui maintenant gère la Convention de Berne, qui sur le droit d'auteur, qui a ancré notamment la question du droit moral, notamment la question justement des 50 ans de protection. Donc c'est un organisme ultra important pour l'évolution du droit d'auteur, mais comme il faut mettre plusieurs, je crois qu'ils sont 150 membres d'accord pour créer des nouvelles conventions, comme ça a été le cas avec la convention de Marrakech, je crois l'année passée, c'est vraiment très très long, encore plus qu'à Berne. Donc, mais voilà, on peut souhaiter qu'ils avancent aussi de leur côté. Mais je ne crois pas qu'il y ait une coordination importante, par ma connaissance. Bien, il semblerait que nous ayons épuisé les questions et les réponses. En tous les cas, merci à tous et à toutes d'être venus. Je crois que c'était vraiment enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Merci à vous
d'être avec nous. On vous rend votre liberté et on vous donne rendez-vous pour nos prochains événements. Oui, je souhaiterais remercier encore Maître Pirker, Maître Yaniv Benamou, Madame Béatrice Cambert, et je souhaiterais saluer la présence de Maître Gabriel Avigor du cabinet Carrard et Associés, Monsieur Roth, spécialiste des questions du droit du livre auprès de la Bibliothèque nationale, Madame Liliane Régamet de la Bibliothèque nationale et professeur Frédéric Kaplan du laboratoire des humanités digitales. Donc on a beaucoup parlé de risques ce soir, mais parlons aussi d'avenir et de futur. Et le musée de l'Élysée mettra en ligne ses livres de photographie et bien d'autres choses encore. Merci. Bonsoir et au revoir. Au revoir, monsieur.